Donc la première chose que l'on peut faire, c'est un lien entre les applications linéaires et les matrices. Si on a une application linéaire de Mn1 de R dans MP1 pardon, de R, l'application linéaire, et bien dans ce cas-là, on a forcément une matrice dans MPn. Donc vous voyez que vous avez P ligne N colonnes. On part d'une matrice avec N lignes, on arrive donc à une matrice avec P lignes, telle que la fonction, l'application linéaire puisse s'écrire comme ça. L'application qui a x associe la matrice M en question multipliée par x. Et la matrice M, bien sûr, dépend de l'application F, mais ne dépendra pas de x. Et donc, cette matrice M, on l'appelle la matrice de F dans les bases canoniques. Mon M là, il n'est pas pareil que les autres, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Alors, x n'est pas forcément un réel. Hein. X, c'est un vecteur de Mn1 de R. Et le vecteur mx qui est fabriqué comme étant produit de la matrice M et de la matrice colonne x, il est lui dans M P1 de R. Donc ici, x bien sûr, vous remarquez que, alors avant de faire ça, celle-là, on est dans M 3,1 de R. Ici, on est dans R, hein, mais que l'on peut écrire comme M 1,1 de R. C'est-à-dire que je pars d'une matrice avec 3 lignes et j'arrive avec une matrice à une ligne. Donc ma matrice M, je dois la chercher dans une matrice qui aura une ligne et 3 colonnes. Une ligne comme le nombre de lignes de mon ensemble d'arrivée et 3 colonnes comme le nombre de lignes de mon espace de départ. Et donc, je peux chercher M sous la forme d'une matrice, une ligne et 3 colonnes. Il faut que j'ai quelque chose multiplié par x qui me donne moins x, ben, j'ai pas trop le choix, c'est forcément moins 1. Quelque chose ici qui me donne une fois y, c'est forcément 1, et une fois z, 1. Donc en fait, mon application f, on peut l'écrire de la façon suivante. Donc je vais aller de M3,1 de R dans M11 de R, la virgule elle va là plutôt, et à une matrice X qui sera de cette forme-là, je vais lui associer la matrice Mx, où M est cette matrice-là. C'est la même matrice. Donc forcément, j'ai réussi à écrire mon application f comme ça, donc f est linéaire. Trouve. Donc la deuxième, c'est la fonction g, l'application g. Vous allez de M2,1 de R dans M2,1 de R, donc de 2, il vous faut une matrice de 2. On va chercher donc, pour G, on cherche M dans M2 de R, c'est-à-dire une matrice de 2, 4 coefficients à trouver. Comment faire pour la trouver? Vous avez donc une matrice avec 4 coefficients. Quand on la multiplie par x, y, on doit obtenir moins x et y moins x. Bon. Déjà ici, ce coefficient-là, comment est-ce qu'on va l'obtenir? Je vais faire ce coefficient-là multiplié par x, plus ce coefficient-là multiplié par y. Si je prends moins 1 et 0, ça fonctionne. Moins 1 fois x, moins x, 0 fois y, ça colle. Ensuite, il faut que j'ai ici, alors il y a marqué y moins x, mais que je peux aussi voir comme étant moins x plus y, moins 1 et 1, moins 1 fois x, moins x, plus une fois y, y. Donc ça fonctionne. Donc ce qui veut dire que mon application G, je peux l'avoir de la façon suivante. Elle va de M21 de R dans M21 de R. Et à grand X, on associe eh bien, moins 1, 0, moins 1, 1,
multiplié par grand X. Donc on a bien une application linéaire. Donc on vient de faire l'exercice 40. Il nous reste juste une petite chose à dire, une définition et quelques propositions sur ce que c'est que le noyau et l'image d'une application linéaire. Donc E et F, deux espaces vectoriels, et F, une application linéaire qui va de E dans F. Ce que l'on va appeler noyau de F, que l'on note ker F. Qu'est-ce que c'est que ker F? C'est l'ensemble des vecteurs de l'espace de départ qui ont comme image le vecteur nul. Donc ker F, c'est les U dont l'image est le vecteur nul. Pour parler en termes de fonctions réelles, ce sont les antécédents du vecteur nul. Quels sont les antécédents du vecteur nul? C'est ce que l'on appelle le noyau de l'application linéaire. Qu'est-ce que c'est que l'image de l'application linéaire? C'est cet ensemble que l'on va noter im de f. Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les images. Il y en a un, ce sont les antécédents du vecteur nul, et l'autre, c'est l'ensemble de toutes les images. Bon. Qu'est-ce qu'ils ont d'intéressant, ces deux ensembles? Eh bien d'abord, théorème 42, l'un et l'autre sont des sous-espaces vectoriels. Alors ker F, c'est un ensemble d'antécédents, donc sous-espace vectoriel de E. Im F, c'est un ensemble d'images, donc lui, il est sous-espace vectoriel de F. Donc ça nous donne une méthode supplémentaire pour prouver qu'un ensemble est un espace vectoriel, ou plus exactement un sous-espace vectoriel. Proposition 43. Si E et F sont deux espaces vectoriels et F une application linéaire, évidemment, la plupart des propositions commencera de cette façon-là. Eh bien, si on a une base de E, l'image de F, je peux l'écrire comme vecte de F de E1, F de E2, F de En. Voilà. Quelque chose qui relie cette chose-là à une base de E. Attention, si je n'ai pas une base de E, im de F, je ne peux pas forcément l'écrire de cette façon-là. Ça nous permettra de déterminer assez facilement l'image d'une application linéaire, puisque souvent on aura des bases de l'ensemble de départ, et il nous suffira d'écrire le im de F comme vecte des images des vecteurs de la base. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le noyau ou l'image d'une application linéaire? Pour déterminer le noyau, c'est relativement simple. On va écrire que f de u égale le vecteur nul, et on va résoudre un système qui va nous permettre d'écrire ça. Soit parce qu'on aura réussi à écrire notre application f comme l'application qui a x associe mx, et donc j'aurai un système trivial qui va arriver. Ou alors tout simplement je résous l'équation f de u égale le vecteur nul, et l'ensemble des solutions de cette équation-là, vous en aurez toujours au moins une, puisqu'il y aura toujours au moins le vecteur nul, et bien l'ensemble des solutions, c'est le noyau de l'application linéaire f. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'image d'une application linéaire? Eh bien on calcule les images, comme je le disais juste avant la proposition 43, les images des vecteurs de la base canonique. Tout simplement, on connaît une base particulière de Mn1 de R qui est l'espace de référence pour cette année. Je calcule l'image de chacun des vecteurs de la base canonique dont on a parlé en début de séance, et j'obtiens l'ensemble image de l'application F. Je vous propose de laisser de côté provisoirement l'exercice 45, soit on y revient à la fin de l'heure, soit on le gardera pour lundi, on verra ce qu'il nous reste à faire. Il ne nous reste pas grand chose à faire, mais comme ça au moins on aura terminé le cours. Proposition 46, à quoi nous servent finalement ces deux espaces particuliers, le noyau et l'image? Eh bien, ils vont nous permettre de caractériser l'application F. F va être injective si et seulement si
son noyau est réduit au vecteur nul. Si le noyau de l'application f, c'est juste le vecteur nul, l'application f est injective. À quelles conditions est-ce que l'application f est surjective? Eh bien, elle l'est à condition que l'ensemble im de f, ce soit l'intégralité de l'espace d'arrivée. Ça, c'est quelque chose qui est souvent pas trop compliqué à démontrer et qui nous permettra de dire assez facilement si on a affaire à une application injective ou surjective. Et évidemment, quand les deux sont réunis, à une application bijective. Je vous rappelle qu'une application est injective si et seulement si tout élément de l'ensemble. Alors, comment est-ce qu'on avait dit ça? Ici, si vous avez deux éléments différents, ont des images différentes. Surjective, c'est dire que tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins une image. Voilà comment on avait défini des applications injectives et surjectives en début d'année. Eh bien, ici, on a une caractérisation supplémentaire, à condition, bien sûr, que l'application f soit linéaire. Si l'application n'est pas linéaire, on ne peut pas utiliser cette caractérisation. La démonstration n'est pas très compliquée. Elle permet de remettre, de réutiliser ces caractérisations. Alors, pour la surjectivité, en fait, il n'y a rien à démontrer puisque ce que l'on dit ici, c'est une autre façon de dire ça. Image de f, c'est l'ensemble de toutes les images. Si jamais im de f égale grand F, je dis que tout élément de l'ensemble d'arrivée a une image, donc que mon application est surjective. Par contre, l'injectivité, elle, ce n'est pas exactement la définition, donc la démonstration est intéressante. Si on suppose que f est injective, alors tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédent dans l'ensemble de départ. Tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un unique antécédent au moins. Enfin, admet au plus. Ici, j'ai oublié au plus. Or, vous savez que l'image du vecteur nul, c'est le vecteur nul puisque f est linéaire. Donc, le vecteur nul est le seul antécédent du vecteur nul par l'application f. Donc, dans ce cas-là, si mon application est injective, le noyau, c'est forcément le vecteur nul et uniquement celui-là. Maintenant, si je suppose que mon noyau, c'est juste le vecteur nul, dans ce cas-là, je vais me prendre deux éléments x et y de E, tels que f de x égale f de y, et je vais montrer que forcément x égale y. Ce qui permettra de dire que deux éléments qui sont différents ont des images différentes, puisque si jamais j'ai la même image, c'est que j'avais le même élément au départ. Dans ce cas-là, je pars du fait que f de x est égal à f de y, ce qui revient à dire que f de x moins f de y, c'est le vecteur nul. Par linéarité, f de x moins f de y, c'est f de x moins y. Ça, c'est intéressant, c'est une propriété très intéressante des applications linéaires. Quand vous avez f de x moins f de y, si l'application est linéaire, eh bien c'est la même chose que f de x moins y. Comme f de x moins y est égal au vecteur nul, ça veut dire que cet élément-là, x moins y, est un antécédent du vecteur nul. Mais sauf qu'on a supposé que le noyau, donc l'ensemble des antécédents du vecteur nul, c'était simplement le vecteur nul. Donc, x moins y, c'est forcément égal au vecteur nul. Et dire que x moins y est égal au vecteur nul, c'est dire que x est égal à y. Donc on vient de dire que f était injective. Dernière proposition, et ensuite on reviendra à l'exercice 45. Si vous avez deux espaces vectoriels et f une application linéaire, alors si jamais vous avez f de E1, f de E2, f de En, qui est une base de l'ensemble f, à condition bien sûr que E1, E2, N soit une base de E, l'application est surjective. Vous pouvez avoir
une application surjective sans avoir forcément f de E1, f de E2, f de En qui soit une base de f. Attention. Hein. Mais si jamais vous arrivez à démontrer que f de E1, f de E2, f de En est une base de f avec E1, E2, En base de E, l'application est surjective. La démonstration, là aussi, elle est assez intéressante parce qu'elle fait appel à des choses simples concernant la linéarité. D'après une proposition précédente, je ne sais plus laquelle, ça doit être 43, comme vous avez E1, E2, En qui est une base de E, eh bien im de f, c'est vect de f de E1, f de E2, f de En, c'est bien la proposition 43. La proposition 43 nous dit ça. Maintenant, si je suppose en plus que f de E1, f de E2, f de En est une base de f, alors dire qu'on a une base, c'est dire qu'il existe un unique n-uplet de réel, lambda 1, lambda 2, lambda n, tel que U, je peux le décomposer de façon unique dans la base qui est ici. Donc ça, c'est une base. Je décompose dans la base. C'est-à-dire que mon U, ça va être lambda 1 f de E1, plus lambda 2 f de E2, plus lambda 3 f de E3, et ainsi de suite. U, c'est donc une combinaison linéaire de ma famille f de E1, f de E2, f de En. Donc U, bien sûr, il est dans l'espace vectoriel engendré par ce petit monde-là. Donc U est dans im de f, puisque on a dit que im de f, c'était vect de E1, E2, En. Et donc mon ensemble f, il est inclus dans im de f. Évidemment, comme l'application linéaire, elle arrive dans l'ensemble f, im de f est forcément un sous-espace vectoriel, donc un sous-ensemble de f. Vous avez démontré on a démontré que f était inclus dans im de f, on a toujours que im de f est inclus dans f, donc il y a égalité entre les deux. Et d'après la proposition précédente, c'est-à-dire la proposition 46, si je ne dis pas de bêtises, on a démontré que f était surjective. Voilà ce qui conclut ce chapitre d'algèbre linéaire. Reste l'exercice 45 à faire. Un exercice que peut-être vous pourriez faire pour lundi. Il s'agit là de